Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais traiter avec vous la deuxième partie de l'épreuve de maths, qui est l'extrait du concours d'accès à l'ENSA 2021, dans laquelle on verra des questions sur les limites et le calcul intégral. Cette vidéo est consacrée aux étudiants deuxième année bac, sciences mathématiques et sciences expérimentales. Question 8. La limite quand x tend vers pi sur 6 de racine de 3 sinus x moins cosinus x sur x moins pi sur 6 est égale à réponse A 0, réponse B 1, réponse C 2, réponse D plus l'infini. Alors ici on a la limite quand x tend vers pi sur 6 de racine de 3 sinus de x moins cosinus de x sur x moins pi sur 6. Donc ça, c'est égal à. Alors ici, si on remplace directement, on va avoir racine de 3 cosinus ou bien sinus pi sur 6. Donc sinus pi sur 6, ici, c'est 1 demi. Donc on va avoir racine de 3 fois 1 demi, c'est-à-dire racine de 3 sur 2, moins cosinus pi sur 6, c'est racine de 3 sur 2. Sur pi sur 6, moins pi sur 6. Donc on va avoir 0 sur 0 qui forme indéterminée. Donc ici, pour lever la forme indéterminée, on va donc factoriser par racine de 3 cosinus de x. Donc ça, c'est égal à la limite quand x tend vers pi sur 6, racine de 3 cosinus de x, facteur. Donc ici, on a factorisé par racine de 3 et par cosinus. Donc on va avoir sinus sur cosinus. Donc sinus de x sur cosinus de x moins, donc on a déjà factorisé par cosinus et on a aussi factorisé par racine de 3. Donc il reste ici 1 sur racine de 3. Le tout sur x moins pi sur 6. Donc ça c'est égal à la limite quand x tend vers pi sur 6, racine de 3 cosinus de x. Alors sinus sur cosinus, c'est tangente de x moins 1 sur racine de 3. Alors, 1 sur racine de 3, donc on va calculer tangente pi sur 6. Tangente pi sur 6 est égale à sinus pi sur 6 sur cosinus pi sur 6. Donc ça, c'est égal à, alors sinus pi sur 6, c'est 1 demi, sur cosinus pi sur 6, c'est racine de 3 sur 2. On va simplifier par 1 demi, il reste 1 sur racine de 3. Donc c'est exactement ce qu'on a ici. Donc 1 sur racine de 3 n'est rien que tangente pi sur 6. Donc tout ça sur x moins pi sur 6. Alors ça c'est égal à. Donc ici on a racine de 3 fois cosinus x. Quand x tend vers pi sur 6, ça tend vers racine de 3 cosinus pi sur 6. Et ce rapport ici, ça c'est le taux d'accroissement de la fonction tangente au point x égale à pi sur 6. Alors la limite quand x tend vers pi sur 6, de tangente x moins tangente pi sur 6 sur x moins pi sur 6, c'est en fait tangente prime de pi sur 6. C'est la dérivée de tangente au point x égale à pi sur 6. Alors ça c'est égal à racine de 3 cosinus pi sur 6. Ici c'est racine de 3 sur 2. Donc on va avoir ici racine de 3 sur 2 fois tangente prime. Alors la dérivée de tangente, c'est quoi? C'est 1 plus tangente carré de x. Et on remplace par pi sur 6. Donc on va avoir facteur 1 plus tangente au carré de pi sur 6. On remplace, on trouve racine de 3 fois racine de 3, c'est 3 sur 2. 3 sur 2 fois 1, c'est 3 sur 2, plus 3 sur 2 fois tangente carré pi sur 6. Donc on va avoir 3 sur 2 fois tangente carré pi sur 6. Alors, tangente pi sur 6, on a déjà dit que c'est 1 sur racine de 3. Donc, on va avoir 1 sur 3. Donc, racine de 3 au carré, c'est 1 sur 3. Ou bien 1 sur racine de 3, c'est au carré, c'est 1 sur 3. Donc, ça, c'est égal à. Alors, ici, on va simplifier par 3. Il reste 1 demi. Donc, ici, il reste 1 demi. Et puis, 1 demi plus 3 demi, c'est 4 sur 2. C'est-à-dire c'est 2. Alors la bonne réponse ici, c'est la réponse C. Donc on peut aussi répondre à cette question en utilisant la règle de l'hôpital. Donc ici, on va avoir la limite quand x tend vers pi sur 6.
de racine de 3 sinus x moins cosinus x sur x moins pi sur 6. Donc, on va dériver le numérateur et le dénominateur. Donc, ça, c'est égal à la limite quand x tend vers pi sur 6. Alors, la dérivée du dénominateur, ici, la dérivée de x, c'est 1. Et la dérivée de pi sur 6, c'est une constante, c'est 0. Donc, on ne va pas avoir de dénominateur. Donc, la dérivée du numérateur, maintenant, on va avoir racine de 3 fois la dérivée du sinus, qui est cosinus. Donc, on va avoir racine de 3, cosinus x. La dérivée de moins cosinus, c'est sinus. Donc, on va avoir plus sinus de x. Alors, maintenant, on va calculer la limite. On remplace. On va avoir racine de 3. Cosinus pi sur 6, c'est racine de 3 sur 2, plus sinus pi sur 6, c'est 1 demi. Donc ça, c'est égal à racine de 3 fois racine de 3, c'est 3 sur 2, plus 1 demi. Donc ça, c'est 4 sur 2, c'est-à-dire 2. Donc c'est la même réponse qu'on a trouvée ici. Question 9. La limite quand x tend vers 0 plus de x à la puissance 1 sur ln 3x égale à. Réponse A, E. Réponse B, 0. Réponse C, ln 3. Réponse D, 1 plus E. Alors, on a la limite quand x tend vers 0 plus de x à la puissance 1 sur ln 3x est égal à. Donc, toujours si on remplace, on va avoir 0 à la puissance 1 sur l'infini qui est 0. Donc, ça, c'est une forme indéterminée. Donc, on va essayer d'écrire l'exposant ici, puisqu'il dépend de x. Donc, on va l'écrire sous forme de exponentielle. Donc, on va avoir la limite quand x tend vers 0 plus de exponentielle ln de tout ça, x à la puissance 1 sur ln 3x. Donc ça, c'est égal à la limite quand x tend vers 0 plus de exponentielle. Alors ici, j'ai exponentielle de, ou bien ln de x à la puissance 1 sur ln 3x. Donc, je vais mettre l'exposant devant ln. Je vais avoir 1 sur ln 3x fois ln de x. Donc, ça, c'est égal à la limite quand x tend vers 0 plus exponentielle. Ici, j'ai ln de x sur ln 3x. Alors, ça, c'est égal à la limite quand x tend vers 0 plus de exponentielle ln de x. Ici, j'ai ln de 3x. C'est ln de 3 plus ln de x. Maintenant, on va factoriser par ln de x et simplifier. On va avoir la limite quand x tend vers 0 plus de exponentielle. Donc ici, au dénominateur, on va factoriser par ln de x. Et je simplifie avec le ln de x au numérateur. On va avoir 1 sur ln de 3 sur ln de x plus 1. Alors, ça, c'est l'exposant. Alors, maintenant, on va remplacer. On va voir. Donc, ça, c'est égal à exponentielle à la puissance 1 sur. Donc, ln de x, ln de 3 sur ln de x. Quand x tend vers 0 plus, ln de x tend vers moins l'infini. Et ln de 3 sur moins l'infini, on va avoir 0. Donc, ici, on va avoir 0 et plus 1. C'est-à-dire, ça, c'est exponentielle. 1, c'est e. Donc, voilà la limite. Alors, maintenant, on va cocher la bonne réponse. C'est la réponse A. Question 10. Soit f définie de R dans R, une fonction t périodique avec t strictement positif, telle que la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x existe dans R étoile. Réponse A, f strictement croissante. Réponse B, f strictement décroissante. Réponse C, f est la fonction nulle. Réponse D, f est une constante non nulle. Alors ici, on dit que f est une fonction t périodique. Donc, ça veut dire que quel que soit x appartenant à R, on va avoir f de x est égal à f de x plus t. Égal aussi à f de x plus 2t. Égal aussi à f de x plus 3t, etc. Égal à f de x plus nt. Avec n appartient à n.
Alors, quel que soit x appartenant à R, quel que soit x ou bien quel que soit n appartenant à n, on aura f de x égale à f de x plus nt. Maintenant, on va fixer x et faire tendre n vers plus l'infini. Alors, on va avoir la limite quand n tend vers plus l'infini de f de x plus nt est égal à, donc puisque t ici est strictement positif, alors cette quantité x plus nt, quand n tend vers plus l'infini, donc il vaut plus l'infini. Alors on dit dans l'énoncé que f de x, ou bien la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x existe et dans R. Donc la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est une constante appartenant à R étoile. Donc elle est un réel non nul. Donc ici on va avoir la limite quand n tend vers plus l'infini, puisque x plus nt tend aussi vers plus l'infini, donc on va avoir ici L. Alors maintenant, on va remplacer par f de x. Donc ici, on a f de x plus nt, c'est f de x. Donc on va remplacer. Alors la limite, quand n tend vers plus l'infini, on va remplacer f de x plus nt par f de x. Donc on va avoir f de x égale à L. Alors f de x ici ne dépend pas de n. Donc la limite de f de x quand n tend vers plus l'infini, c'est exactement f de x. Donc on va avoir f de x égale à L qui appartient à R étoile. Donc la fonction f est une constante non nulle. Donc la bonne réponse, c'est la réponse D. F est une constante non nulle. Question 11. Soit la fonction f définie par f de x égale x carré plus x à la puissance 3 cosinus 1 sur x si x différent de 0 et f de 0 égale à 0. Soit f' la dérivée d'ordre 1 de f. Réponse A, f' de 0 égale à 1. Réponse B, f' de 0 égale à 0. Réponse C, f' de 0 égale à 2. Réponse D, f n'est pas dérivable en 0. Donc ici, on va étudier la dérivabilité de la fonction f au point x égale à 0. Donc on va calculer la limite quand x tend vers 0, donc du taux d'accroissement de f au point x égale 0. Donc f de x moins f de 0 sur x moins 0. Donc ça, c'est égal à la limite quand x tend vers 0. Donc f de x, on va remplacer par x carré plus x à la puissance 3 cosinus 1 sur x et moins f de 0 qui est 0. Tout ça sur x. Alors ça, c'est égal à la limite quand x tend vers 0. Donc, x carré sur x, c'est x. X à la puissance 3 cos, c'est sur x. On va avoir x au carré, cosinus 1 sur x. Alors, maintenant, on va encadrer la fonction cosinus. Donc, on a cosinus de 1 sur x, toujours comprise entre moins 1 et 1. Donc, la fonction cosinus toujours comprise entre moins 1 et 1. Maintenant, on va multiplier tous les côtés par x carré, puisque x carré est positif. Donc, on va avoir moins x carré inférieur ou égal à x carré cosinus 1 sur x inférieur ou égal à x au carré. Maintenant, on passe à la limite. Alors, par passage à la limite, on va avoir la limite ici. Quand x tend vers 0, c'est 0. Même chose ici. Donc, bien sûr, la limite de x carré quand x tend vers 0, ça, c'est 0. Et bien sûr, on déduit, d'après le théorème des gendarmes, on déduit que la limite, quand x tend vers 0, de x carré cosinus 1 sur x, vaut aussi 0. Voilà, donc cette expression ici tend vers 0. Et quand je remplace x par 0 ici, je vais avoir 0. Donc, toute cette limite, normalement, vaut 0. Alors, on déduit que la fonction f est dérivable en 0 et f' de 0 est égal à 0. Donc la bonne réponse, c'est la réponse B. Question 12. Pour la même fonction f de la question 11, on note f seconde sa dérivée d'ordre 2. Alors, réponse A, f seconde de 0 égale à 0.
Réponse B, f seconde de 0 égale à 1. Réponse C, f seconde de 0 égale à 2. Réponse D, f n'est pas deux fois dérivable en 0. Alors ici, on va procéder comme dans la question précédente, c'est-à-dire on va calculer la limite quand x tend vers 0 du taux d'accroissement de la fonction f'. Tout d'abord, on va déterminer l'expression de f'. Alors ici, on a la fonction f n'est pas définie en 0, donc on va dire soit x dans R étoile. Alors, on va calculer maintenant la dérivée. Alors, f' de x est égal à. Donc, la dérivée de x carré, c'est 2x. Puis, donc ici, x 3 fois cosinus, on a le produit de deux fonctions. Donc, on va dériver la première. X à la puissance 3 prime, c'est 3x au carré. Et on multiplie par cosinus 1 sur x. Maintenant, on va donc mettre x à la puissance 3 et dériver cosinus. Alors ici, on a dérivée de cosinus u. C'est quoi la dérivée de ça? C'est u' fois la dérivée de cosinus qui est moins sinus u. Donc, on va appliquer ça ici. Donc, la dérivée de la fonction à l'intérieur de cosinus, c'est 1 sur x. Alors, la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x au carré. Et puis, on multiplie par la dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Donc, moins sinus de 1 sur x. Alors, f' est égal à 2x plus 3x carré cosinus 1 sur x. Et ici, on a moins fois moins, c'est plus. X à la puissance 3 sur x carré, c'est x, multiplié par sinus de 1 sur x. Maintenant, on va calculer la limite quand x tend vers 0 du taux d'accroissement de la fonction f', c'est-à-dire f' de x moins f' de 0. Donc, le taux d'accroissement quand x tend vers 0. Alors, c'est f' de x moins f' de 0 sur x moins 0. Donc, ça, c'est égal à la limite quand x tend vers 0 de... Alors, le taux sur x, on va remplacer f' par son expression. On a déjà calculé ici. Donc, on aura 2x plus 3x carré cosinus 1 sur x plus x sinus 1 sur x. Et finalement, moins f' de 0, on a déjà trouvé dans la question précédente, la question 11, on a déjà trouvé que f' de 0 est égal à 0. Donc, c'était la réponse B. Ici, f' de 0 égale 0. Donc, on a déjà vu ça. Alors, on va remplacer par moins 0. Alors, on simplifie cette expression. Donc, on va voir, ça c'est égal à la limite quand x tend vers 0, 2. Ici, on a 2x sur x, c'est 2. On va séparer cette fraction. 3x carré sur x, c'est plus 3x et fois cosinus 1 sur x. Puis, on va avoir x sur x, c'est 1. Donc, il reste sinus 1 sur x. Alors, on va maintenant calculer la limite de la première quantité, 2 plus 3x cosinus 1 sur x. Alors, cette quantité tend vers, donc ici on a 2, c'est une constante, 3x cosinus 1 sur x. Cette fonction, il tend vers 0. Pourquoi? Toujours, on va dire que la fonction cosinus est comprise entre moins 1 et 1. C'est-à-dire que la valeur absolue de cosinus 1 sur x est inférieure ou égale à 1. Donc, c'est la même chose si on a écrit cosinus 1 sur x compris entre moins 1 et 1. Juste pour éviter d'étudier le cas x positif, x négatif. Donc, on va voir ça. Alors, ça, c'est... Donc, ça implique... Alors, maintenant, on va multiplier de côté par valeur absolue du x. On va avoir valeur absolue du x cosinus 1 sur x inférieur ou égal valeur absolue du x. Alors, quand x tend vers 0, valeur absolue ici, valeur absolue du x aussi tend vers 0. Donc, même chose ici pour cette fonction x cosinus 1 sur x. Alors, bien sûr, d'après théorème des gendarmes, on va voir ici la limite quand x tend vers 0 de la fonction x fois cosinus 1 sur x vaut 0. Alors maintenant, donc, la première expression ici, donc la limite quand x tend vers 0 de 2 plus 3x cosinus 1 sur x est égal à 2 plus 0, donc c'est 2. Par contre, la limite de sinus ici, donc sinus ou bien la fonction apport image x apport image sinus 1 sur x, donc cette fonction
quand x tend vers 0, 1 sur x tend vers plus l'infini, la fonction sinus n'a pas de limite en plus l'infini. Donc cette fonction n'a pas de limite. Ici, puisqu'on a 1 sur x, on va dire quand x tend vers 0. Donc on va avoir 1 sur x tend vers plus l'infini. La fonction sinus n'a pas de limite en plus l'infini. Donc je vais vous justifier ça. Pourquoi sinus n'a pas de limite en plus l'infini? Donc il suffit de donner un contre-exemple. Donc on va considérer la suite. Donc x ou bien alors, la suite un par exemple. La suite un égale 2 sur 4n plus 1 facteur pi. Alors, cette limite, quand n tend vers plus l'infini, elle tend vers quoi? Bien sûr, elle tend vers 0. On va aussi considérer la fonction Vn définie par 2 sur 4n plus 3 ou bien moins 1. Même chose, donc plus 3 par exemple, facteur pi. Donc cette suite, elle tend vers, quand n tend vers plus l'infini, elle tend vers 0. Même chose ici, on a x tend vers 0. Donc on va prendre une valeur pour x. On a choisi une suite. Donc lorsque x est égal à un, par exemple, donc qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir sinus de 1 sur x, c'est-à-dire bien sinus de 1 sur un, c'est égal à sinus de l'inverse de ça, 4n plus 1 facteur pi, le tout sur 2. C'est quoi ça? Ça, c'est sinus. On va développer ici, on va avoir 4n pi sur 2, c'est-à-dire 2n pi. Et on va avoir 1 fois pi sur 2 plus pi sur 2. Alors, la fonction sinus est 2 pi périodique, donc on va enlever le deuxième pi. Donc, il reste sinus pi sur 2. C'est quoi ça? C'est 1. Même chose ici, si on calcule sinus 1 sur Vn. Sinus, donc Vn, on va avoir 4n plus 3 facteur pi, le tout sur 2. Donc ça, c'est sinus 4n pi sur 2, c'est 2n pi plus 3 pi sur 2. Donc la fonction sinus est 2 pi périodique, donc on va enlever 2n pi, il reste 3 pi sur 2. Donc sinus 3 pi sur 2, c'est quoi ça? C'est moins 1. Donc quand n tend vers plus l'infini, sinus 1 sur un est égal à 1, ou bien la limite tend vers 1. Et quand n tend vers plus l'infini, sinus 1 sur Vn, comme vous voyez ici, c'est moins 1. Donc deux limites différentes quand n tend vers plus l'infini. Donc c'est pourquoi la fonction sinus n'a pas de limite en plus l'infini. Alors quand n tend vers plus l'infini, un tend vers 0, donc 1 sur un tend vers plus l'infini. Même chose ici, 1 sur Vn aussi tend vers plus l'infini. Alors, tout ça, c'est juste une parenthèse. Tout ce que vous devez connaître, c'est que la fonction sinus n'a pas de limite en plus l'infini, ni en moins l'infini. Alors, finalement, on déduit que la première expression ici, elle tend vers 2. Et on a trouvé que la fonction sinus n'a pas de limite quand x tend vers plus l'infini, ou bien quand x tend vers 0. Alors, on déduit que la fonction f' n'est pas dérivable en 0. C'est-à-dire que f n'est pas 2 fois dérivable en 0. Donc, on va cocher la bonne réponse, c'est la réponse D. Question 13. L'aire de la région délimitée par la courbe d'équation y égale cosinus ln de x et l'aile droite d'équation x égale à exponentielle pi sur 2 et x égale à exponentielle pi est égal à. Réponse A, 1 demi facteur exponentielle pi plus exponentielle pi sur 2. Réponse B, exponentielle pi moins exponentielle pi sur 2. Réponse C, exponentielle pi plus exponentielle pi sur 2. Réponse D, exponentielle pi. Alors ici, on va calculer l'aire délimitée par la courbe d'équation y égale à cosinus ln de x et les droites d'équation x égale e de pi sur 2 et x égale à
e de pi. C'est-à-dire, ça c'est l'intégrale de exponentielle pi sur 2 vers exponentielle pi de la valeur absolue de la fonction ici, c'est-à-dire valeur absolue cosinus de ln de x et d de x. Alors ici, on a x compris entre, donc on intègre entre exponentielle pi sur 2 et exponentielle pi, donc x est compris entre exponentielle pi sur 2 et exponentielle pi. Alors maintenant, on va appliquer ln de x, donc on va avoir ln de x, la fonction ln est croissante, donc ici on va avoir pi sur 2, et ici on va avoir pi. Maintenant, on applique cosinus, alors la fonction cosinus entre pi sur 2 et pi, comme vous voyez ici, donc A0 et il vaut 1, et puis il s'annule en pi sur 2, et puis de pi sur 2 jusqu'à pi, il vaut moins 1 ici. Donc ça c'est pi, ici pi sur 2. Donc entre pi sur 2 et pi, la fonction cosinus est décroissante comme vous voyez. Donc maintenant on va appliquer cosinus et inverser. Donc on va avoir cosinus de ln de x supérieur ou égal cosinus pi ici qui est moins 1. Inférieur ou égal à cosinus pi sur 2 qui est 0. Donc, la fonction cosinus ln de x est en fait négative, comme vous voyez ici. Donc, la valeur absolue, ou bien sa valeur absolue est égale à son opposé. Donc, on va avoir ici intégrale de e de pi sur 2 jusqu'à e de pi de moins cosinus, on va remplacer la valeur absolue, donc moins cosinus ln de x d de x. Alors maintenant, l'air vaut, donc, ou bien ici, on va effectuer un changement de variable. Donc, on va poser. Donc, juste pour se débarrasser de ln de x à l'intérieur de la fonction cosinus, on va poser la fonction t est égale à ln de x. C'est-à-dire que exponentielle t est égale à x. Donc, on va appliquer exponentielle dans cette égalité. Alors maintenant, on va dériver. Alors la dérivée de exponentielle t, c'est lui-même, exponentielle t dt est égal à d de x. Et maintenant, on va effectuer le changement de variable. Alors l'air a est égal à. Alors quand x est égal à exponentielle pi sur 2, ici, quand x est égal à exponentielle pi sur 2, alors t est égal quoi? Ou bien ici, quand je remplace x par exponentielle pi sur 2, donc ln de exponentielle pi sur 2, c'est pi sur 2. Donc on va avoir ici pi sur 2. Et quand x est égal à exponentielle pi, donc on va avoir ln de exponentielle pi qui est pi. Alors ici, on aura moins cosinus ln de x qui est t fois d de x. On remplace d de x par exponentielle t dt. Alors maintenant, on a trouvé l'intégrale de pi sur 2 à pi de moins cosinus t exponentielle t dt. Alors toujours lorsque vous rencontrez l'intégrale de cosinus fois exponentielle t ou bien etc. dt, alors ou bien l'intégrale de sinus de t exponentielle t. Alors lorsqu'on trouve intégrale de cosinus fois exponentielle ou bien sinus fois exponentielle, il faut penser à utiliser une double intégration par partie. Donc ça, c'est la méthode classique pour répondre ou bien pour résoudre cette intégrale. Alors ici, on va utiliser la première intégration par partie. Donc on pose la fonction u de t est égale à la fonction qu'on va dériver. Donc ici, on peut choisir l'une des deux, il n'y a pas de problème. On peut dériver exponentielle, ou bien on peut intégrer exponentielle et on peut intégrer aussi moins cosinus. Donc c'est la même chose. Alors, on va choisir moins cosinus, comme ça lorsqu'on dérive, on trouve sinus. Donc u est égal à moins cosinus de t. Maintenant, je vais dériver u', ou bien u, je trouve u' de t est égal à la dérivée de moins cosinus. Donc, toujours ici, on a le cercle. Ici, cosinus, moins cosinus et cosinus. Ici, on aura sinus et ici, moins sinus. Donc, si vous dérivez, c'est le sens des aiguilles d'une montre. Donc, c'est dérivée de moins cos, c'est exactement sinus. Donc, la dérivée de moins cos, c'est sinus de t. Et puis, on va poser v de t ou bien v' de t
est égal à l'autre fonction qui est exponentielle t. On va intégrer v de t est égal à, c'est l'exponentielle, dérivée ou bien primitive, c'est la même chose. Alors maintenant, l'air a est égal à, donc entre crochets, on va mettre u fois v, c'est-à-dire moins cos de t fois exponentielle t, entre pi sur 2 et pi. Moins intégrale de pi sur 2 à pi de v fois u', c'est-à-dire sinus fois exponentielle t. Donc on va avoir sinus t exponentielle t dt. Alors maintenant, on va simplifier ça. Donc a est égal moins cosinus pi. Alors cosinus pi c'est moins 1 et moins cosinus pi c'est 1. Donc on va avoir exponentielle 1 fois exponentielle pi. C'est exponentielle pi et puis moins cosinus pi sur 2. Cosinus pi sur 2 c'est 0, donc c'est pas la peine de calculer ça. Donc on va avoir ici moins ou bien plus intégrale de pi sur 2 fois pi de moins sinus t exponentielle t dt. Donc on a déjà répondu à ce genre de questions dans des concours précédents. Donc cette question est souvent posée lorsqu'on a cos fois exponentielle et sinus fois exponentielle. Donc ici, on va utiliser la deuxième intégration par partie. Donc on pose k de t est égal à. Donc ici, on va choisir la fonction moins sinus x, moins sinus t plutôt. On va dériver. On va trouver k' de t est égal. Alors la dérivée de moins sinus, c'est moins cosinus de t. Et on va poser L' de t est égal à l'autre fonction qui est exponentielle t. On intègre, on trouve donc L de t est égal à exponentielle de t. Alors, une remarque, on a déjà vu ça dans une vidéo précédente. Donc, on a dit ici, on a la première intégration par partie, on a dérivé la cosinus et on a intégré exponentielle. Même chose ici. Dans la deuxième intégration par partie, il faut faire la même chose. Il faut dériver la fonction sinus. Au lieu de cosinus, on va dériver sinus et intégrer exponentielle. Donc, si vous faites le contraire, vous allez tout simplement revenir en arrière. C'est comme on n'a rien fait. Donc, il faut faire attention, c'est important. Alors, maintenant, on va calculer l'air. Alors, l'air A est égal à. Ici, on a E de pi. Et cette intégrale, on va utiliser l'intégration par partie ici. Alors, on va avoir k fois L, c'est moins sinus fois exponentielle t. Donc, moins sinus t fois exponentielle t entre pi sur 2 et pi. Moins intégrale de 0, ou bien de pi sur 2 à pi de L fois k', c'est-à-dire moins cos fois exponentielle. Donc, moins cosinus t exponentielle t, d de t. Alors, on va avoir l'air A est égal à E de pi plus. Donc, ici, on va avoir moins sinus pi. C'est quoi? C'est 0. Donc, on va avoir 0 et moins. Alors, moins sinus pi sur 2, c'est 1. Donc, sinus, ou bien c'est moins 1. Sinus pi sur 2, c'est 1. Moins sinus pi sur 2, c'est moins 1. Donc, on va avoir ici moins 1, c'est-à-dire plus 1 fois exponentielle. Donc, 1 fois exponentielle pi sur 2. Et ici, on va avoir moins. Alors, c'est quoi cette intégrale? C'est l'air A, c'est l'intégrale A. Donc, on va revenir en arrière. C'est l'intégrale, voilà. Donc, c'est l'intégrale de pi sur 2 à pi moins cos t exponentielle t. C'est A. On va remplacer par A. Voilà, intégrale de pi sur 2 à pi moins cos t exponentielle t dt. Donc, ça, c'est A. Avec le signe moins ici, moins A. Donc, moins A, l'autre côté, on va avoir 2A est égal E de pi. Ici, on va avoir E de pi sur 2. Donc, plus E pi sur 2. Maintenant, on va diviser tout le monde par 2. Donc, on va avoir l'air A, finalement, est égal à 1 demi facteur E de pi plus E de pi sur 2. Alors, la bonne réponse, c'est la réponse A. Donc, on va cocher la bonne réponse, la réponse A.
Question 14. Soit f la fonction définie de l'intervalle 0 à alpha dans R continue telle que f de x différent de moins 1 et f de x facteur f de alpha moins x est égal à 1. Alors l'intégrale de 0 à alpha, 1 sur 1 plus f de x d de x égale 1. Réponse A, alpha sur 2. Réponse B, alpha. Réponse C, 1 plus alpha. Réponse D, 1 sur 1 plus alpha. Alors ici, on a l'intégrale. Ici, on va l'appeler I alpha. Est égal à l'intégrale de 0 à alpha de 1 sur 1 plus f de x d de x. Donc cette intégrale est égale à l'intégrale de 0 à alpha. Donc ici, je vais multiplier par f de alpha moins x, numérateur et dénominateur. Donc je vais avoir f de alpha moins x sur f de alpha moins x plus f de x facteur f de alpha moins x. Tout ça d de x. Alors l'intégrale I alpha est égale à intégrale de 0 à alpha. Donc f de alpha moins x sur, je vais avoir ici f de x fois facteur f de alpha moins x. D'après l'énoncé, ça c'est égal à 1. Donc je vais avoir ici 1 plus, ici on va mettre f de alpha moins x. Tout ça d de x. Alors maintenant, on va effectuer un changement de variable. On va poser donc le alpha moins x ici est égal à u, ou bien à t par exemple. Alors, on va voir d de x, ou bien moins d de x est égal à d de t. Alors, on remplace, on aura i alpha est égal à. Alors, ici, quand x est égal à 0, donc je vais avoir 0, ou bien alpha moins 0, c'est-à-dire alpha. Alors, t est égal à alpha. Donc, je vais mettre ici, dans la borne inf, je vais avoir alpha. Et quand x est égal à alpha ici, je vais avoir alpha moins alpha égal à 0. Donc t est égal à 0. Donc on va mettre ici 0. Et on remplace. Alors f de alpha moins x c'est t. Donc f de t sur 1 plus f de t. Et fois d de x qui est moins dt. Alors maintenant, je vais inverser les bornes de l'intégrale. Je vais mettre intégrale de 0 à alpha et j'enlève le signe moins ici. Je vais avoir f de t sur 1 plus f de t et dt. Alors, on a trouvé que i alpha, l'intégrale i alpha, elle est déjà égale à 1 sur 1 plus f de x. Intégrale de 0 à alpha, 1 sur 1 plus f de x. d de x est égal aussi, donc ce qu'on a trouvé ici, intégrale de 0 à alpha. Alors ici, la variable, on va changer la variable. Donc, ça ne change rien dans l'intégrale. Donc, je vais mettre f de x au lieu de f de t. C'est la même chose sur 1 plus f de x. d de x. Alors, on a trouvé que l'intégrale de 0 à alpha 1 sur 1 plus f de x dx est égal aussi à l'intégrale de 0 à alpha f de x sur 1 plus f de x dx. Alors, ce qu'on va faire ici, on va faire la somme de ces deux intégrales. Alors, cette intégrale qui vaut à i alpha plus cette intégrale qui vaut aussi i alpha. Donc, je vais avoir 2i alpha est égal à la première intégrale, c'est de 0 à alpha 1 sur 1 plus f de x d de x. Et plus la deuxième intégrale qui vaut 0 alpha f de x sur 1 plus f de x d de x. Alors 2i alpha est égal à, donc ici on va utiliser la linéarité de l'intégrale, c'est l'intégrale de 0 à alpha. On va mettre le tout sous une seule intégrale, donc 1 plus f de x sur le même dénominateur qui est 1 plus f de x. Et tout ça d de x. Alors ça c'est égal à intégrale de 0 à alpha. Alors 1 plus f de x sur la même chose. Donc on va avoir 1 d de x. Alors ça c'est égal quoi? Égal à alpha moins 0 qui est alpha. Alors on a trouvé que 2i alpha est égal à alpha. C'est-à-dire que i alpha est égal à alpha ici sur 2.
Donc voilà la bonne réponse. Maintenant, on va cocher la bonne réponse. Alors, c'est la réponse A, alpha sur 2. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.